Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite intégrale qui est un oral XENS. Mais bon, c'est un exercice très classique, donc c'est assez rare que ça tombe à XENS maintenant. Mais ça peut être quand même un excellent moyen de s'entraîner euh, à- au type d'exercices qui peuvent tomber à XENS. Donc des exercices qui demandent de connaître son cours, même parfaitement, mais où ça suffit pas de connaître son cours, il faut avoir plein de réflexes, plein d'astuces, il faut se poser plein de questions. On va voir que cette intégrale, pour la résoudre, il va quand même falloir un petit peu réfléchir. Euh, c'est pas une bête formule qu'il va falloir appliquer. Donc voilà, en fait, il faut juste. Les questions de cette orale, c'est juste de déterminer la nature de cette intégrale et d'en donner la valeur. On va voir que la valeur, elle va pas dépendre de A et de B, c'est ça qui va être beau. Mais bon, je vous incite à faire les questions intermédiaires, au moins la première, parce que la première, elle ne nécessite pas de faire des trucs particuliers, c'est juste pour vérifier que vous connaissez bien votre cours. Et la deuxième, c'est là que ça va commencer à se corser un petit peu. On va voir que c'est pas non plus hyper compliqué. Faut juste avoir la petite astuce, faut juste bien regarder cette intégrale et se dire, ok, comment je peux simplifier ce truc? Là, ça a pas l'air d'être faisable, mais est-ce que je peux pas modifier deux, trois trucs, modifier les valeurs de A et les valeurs de B? Là, je vous ai donné un gros indice, j'aurais peut-être pas dû le donner, mais je vous ai dit que la valeur finale, elle allait pas dépendre de A et de B. Donc peut-être qu'on peut se mettre des valeurs particulières pour A et B et voir que ça marche, et se demander, ok, bah, pourquoi ça marcherait aussi pour A et B quelconque. Voilà. Sans plus tarder, je vais commencer par la question 1, donc qui doit être très simple normalement. Donc la nature. Donc la nature, pour déterminer la nature de ça, bah, en fait, on voit qu'à chacune des bornes, il va y avoir une impropreté. Donc déjà, il faut dire que les impropretés, elles arrivent en A et en B, parce que c'est les deux points auxquels on divise par 0. Donc il va falloir justifier des deux côtés, j'ai envie de dire. On va pouvoir justifier en A et en B, on voit bien que ça va être la même chose. Donc en A, pourquoi c'est d'intégrale convergente? Eh bien, c'est parce que on peut le voir en regardant l'équivalent. L'équivalent, il nous dit quoi? Il nous dit que notre intégrale, donc notre intégrante, ce qui est dans l'intégrale, c'est équivalent à quoi? Parce qu'on voit que c'est pas ça qui va nous déranger en A. Donc ça va être équivalent à un truc non nul. Donc ça va être équivalent à une constante en fait. Donc ça, on va un petit peu le mettre de côté. Vraiment, ce qui va nous déranger, c'est le x moins a. Parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on divise par 0. Donc si je fais du b moins x fois du x moins a, et que je ne veux pas trop regarder ce qui se passe en x moins, enfin, dans la partie b moins x, bah, ce que je fais, c'est que je peux faire un équivalent. Je peux dire que ça, c'est tout simplement équivalent à 1 sur racine de b moins a. Et là, ça va être tout simplement, bah, on regarde la même chose. Et 1 sur racine de x moins a, en fait, c'est rien d'autre que x moins a au carré. Enfin, x moins 1 puissance 1 demi. Et il y a un théorème en prépa, qui est très connu normalement, qui est le théorème de Riemann, qui nous dit que l'intégrale de 1 sur t puissance alpha, et ça on peut la translater pour la mettre en a, hein, bien sûr, mais donc si je la translate, donc t moins a puissance alpha, l'intégrale de a à b, avec l'impropreté du coup en a, et bien cette intégrale converge lorsque alpha est strictement plus petit que 1. Donc quand le dénominateur il tend pas trop vite vers 0 en a pour laisser pour faire en sorte que l'intégrale soit finie, et ça se matérialise quand alpha est donc strictement plus petit que 1, et ben dans ce cas-là, cette intégrale va converger. Et on voit bien que dans notre cas, notre alpha ça va être 1 demi, et c'est pour ça que ça va être et c'est pour ça que donc notre intégrale va converger, vu que c'est équivalent à une intégrale qui converge. Et aussi, un truc très important à noter, c'est que c'est positif. Donc il faut bien noter le fait que ceci est positif. L'équivalent qu'on prend, c'est un équivalent positif. Donc si j'ai une intégrale, enfin une intégrante, ce qui est à l'intérieur de l'intégrale, qui est équivalent à quelque chose de positif et qui est d'intégrale convergente, alors notre première intégrale, donc celle-ci, va converger. C'est ça qui nous dit que l'impropreté en A est en fait... c'est ça qui nous dit que l'impropreté en A ne pose pas de problème. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'impropreté, ou que vous pouvez dire à l'oral, si vous l'avez à l'oral, donc l'impropreté en A ne mène pas à la divergence de l'intégrale. On va tout de suite passer à la suite, mais juste avant qu'on passe à la suite, je voulais juste vous dire que si vous voulez bien retenir cet exercice, parce que c'est vraiment un exercice classique, je vous ai fait une petite fiche. Pour l'avoir, il suffit juste de m'envoyer un petit message sur Instagram, et je vous l'envoie directement. Et si vous voulez, je pourrais même vous donner des conseils qui m'ont permis
de bien réussir en prépa. Donc pour la partie 2 de la question A, donc qu'est-ce qui va se passer autour de B? Bah, en fait, là, il faut bien se rendre compte qu'on va pas refaire tous les calculs. Notre examinateur, il va bien voir qu'on a compris qu'en fait, c'était la même chose. Bah, on peut juste dire, théoriquement, c'est la même chose. On fait le même type de raisonnement et on va obtenir la même chose. Alors, ce qu'on pourrait peut-être dire, si on veut vraiment être très précis, c'est que là, c'est pas exactement comme dans le cours, parce que autour de B, il y aura un moins. Donc, ce qu'on pourrait éventuellement dire, c'est faire le changement de variable x, enfin t égale moins x. Bah, on peut le faire hein, théoriquement, mais en faisant le changement de variable, il faut bien dire qu'un changement de variable, si la fonction qui change la variable, c'est une bijection C1 bien sûr, eh bien, bah, ça ne change pas le fait que c'est impropre ou pas. Donc en gros, ça revient à étudier l'impropreté quand on change, enfin autour de B, quand on change notre intégrale en remplaçant le x par moins x. Donc si on le fait de tête, en espérant ne pas se tromper, là ça fait moins a, là ça fait moins b. Donc on va prendre x égale moins t, donc ça fait moins dt sur... Et là normalement on devrait retrouver vraiment la même chose. Donc racine, je vais même mettre le b de l'autre côté. Donc racine de b, donc cette fois-ci plus t. Et là on va voir qu'on va retrouver vraiment exactement la même chose. Ou plutôt si on veut vraiment retrouver exactement la même chose, on va mettre t moins b, voilà comme ça. On a exactement la même chose que ce qui se passait en t moins a ici. Et voilà, et ce changement de variable, il prouve bien que c'est la même chose. J'ai dit beaucoup de fois la même chose, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucune différence, et ce serait une erreur d'y passer trop de temps, parce que votre temps est compté. Je vais arrêter de faire des allers-retours. Donc là, il y a du x moins a, donc ça fait du moins a moins t. Là, il y aurait du moins a moins t, mais comme t est supérieur au moins a, bah en fait, tout ça, ça va être positif, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et donc ça nous prouve bien donc conclure que l'impropreté ne pose pas de problème en B non plus, donc l'intégrale est convergente. Voilà, c'est tout pour la première question. J'espère que vous avez tout compris, que vous savez le faire. Et c'est là qu'on va pouvoir passer à la petite astuce qu'il faut employer pour résoudre cette intégrale. Donc l'intégrale de a à b de dx divisé par racine de b moins x fois x moins a. Alors, moi, ce que je me suis dit en voyant cette intégrale, c'est que je me suis dit que ça ressemble beaucoup. Enfin, les deux termes, ils ont l'air de ne pas se ressembler, mais en faisant un shift du x, en bougeant le x et en lui rajoutant une constante, ce qui est possible dans les intégrales, et ben je me suis dit qu'on pourrait faire en sorte que ça vaille à peu près la même valeur que ça, et je me suis dit après que ça pourrait contrecarrer le fait qu'on ait une racine, qu'on ait la même valeur ici et ici. Donc voilà, c'est vraiment la première idée que j'ai eue, et on va voir que c'est pas exactement ça qu'on va faire, mais c'est ça qui m'a mis sur la voie. En fait, je me suis dit, on va faire un changement de variable pour faire en sorte que ce soit encore plus symétrique, parce que là, ça cache, c'est comme si on avait une symétrie dans cette intégrale, mais que la symétrie, elle était pas bien centrée. Par exemple, si je fais un axe des réels comme ça, et que je mets, je sais pas, le 0 ici, et là on a A, et là on a B. Bah, on intègre sur ce segment-là, mais en fait, ce serait mieux de mettre le 0 ici. Comme ça, on verrait bien que là, on aurait encore plus de symétrie. Imaginez que A, ce soit égal à moins B. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va imaginer. On va faire un cas, on va simplifier notre problème, et on va se dire, on va imaginer que A, ce soit égal à moins B, et ensuite, on fera en sorte de faire en sorte que ce soit vraiment le cas. Et comment on va le faire? Et ben là, on n'aura plus que le 0, ce sera là. Et ben à la fin, on pourra se ramener au cas où A, c'est égal à moins B, tout simplement en translatant notre problème d'une même constante. Donc en amenant le A ici, et en amenant le B ici, avec la même constante. Voilà à peu près comment je me suis dit qu'on allait faire les choses. Donc là, ce serait A étoile, par exemple, et là, ce serait B étoile, et comme ça, on se ramène à un cas où A égale à moins B. Donc si A égale à moins B, par exemple, si on pose B qui est égal à C, bah, ça nous fait l'intégrale de moins C à C de tout ça. Donc on va se simplifier notre problème en résolvant un cas particulier. Donc le cas particulier où A égale à moins B, donc c'est l'intégrale, si on pose C qui est égal à B, de moins C à C, de dx sur racine. Et là, on va voir que ça va bien simplifier tout, en fait, parce qu'on va obtenir plein de fois la même chose. Donc là, B, c'est C, donc c'est C moins X, et A moins B, enfin A moins X, je crois que c'était, non, X moins A, bah, ça va faire X, donc moins C, donc X plus C. Et là, on voit, bon, c'est pas exactement un carré que ça va faire,
mais ça va faire un truc qui s'en rapproche. Et ça va faire un truc dont on sait calculer une primitive. Et c'est ça, c'est là où ça va être utile de connaître son cours et de pas faire l'impasse. Là, on va bien voir que connaître son cours, c'est une condition nécessaire pour faire ce genre d'exercice, parce que là, on va se retrouver avec du dx sur racine de c carré moins x carré. Et là, on pourrait se dire, ok, bon bah ça m'avance pas plus que ça, donc je vais abandonner cette piste. Mais si on connaît son cours, on se dit que là, on reconnaît presque l'intégrale, enfin oui, la dérivée, plutôt, la dérivée de arc sinus. Et il y a beaucoup de candidats qui vont avoir oublié c'était quoi que ça ressemblait en fait à la dérivée de arc sinus, et donc vous allez vous différencier par ça. Donc en fait, si on se souvient de c'est quoi la primitive, enfin la dérivée de arc sinus, bah, arc sinus prime de x, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Ça ressemble beaucoup. En fait, il suffit de diviser par c pour obtenir ça. Et de faire un petit changement de variable, mais celui-là, il va pas être très compliqué à trouver. Donc je divise tout par c, le dénominateur et le numérateur, et donc je me retrouve avec ça. 1 moins x sur c au carré. Oui, parce que quand on divise par c dans la racine, bah, le c il devient un c au carré. Et donc là, j'ai du moins c à c. Et donc ça, si je pose dx, enfin si je change la variable et que je prends une nouvelle variable x sur c, et que je l'appelle t, bah si x est égal à... Enfin si je prends... Allez, on va prendre t qui est égal à x sur c, quand t vaut 1, enfin quand x vaut c, t vaut 1, et quand ça vaut moins c, ça vaut moins 1. dx sur c, ça vaut dt, et là, on retrouve exactement ce qui va nous donner le arc sinus entre 1 et moins 1. Donc ça nous fait arc sinus de 1 moins arc sinus de moins 1. Ensuite, là, il faut se demander quel est le sinus, enfin quel est l'arc, donc quel est l'angle qui nous donne un sinus égal à 1. Et bien l'arc dont le sinus nous donne 1, c'est pi sur 2. Parce que si vous tracez un cercle trigonométrique dans votre tête, vous voyez bien que si je prends pi sur 2, ça me fait un sinus qui est égal à 1. Et moins 1, bah, c'est une fonction impaire, donc c'est moins pi sur 2. Donc ça vous fait pi sur 2 moins pi sur 2, donc en gros, ça vous fait pi. Donc on a vu que si on la mettait entre moins c et c, notre intégrale, et ben ça nous faisait pi. Donc en gros, si je déplace mon intégrale pour la mettre entre a étoile et b étoile, avec a étoile qui est l'opposé de b étoile, bah ça nous fait c. Et en fait, l'intégrale, elle est inchangée par si vous la calculez, par si vous translatez la courbe. En gros, si vous translatez la courbe et qu'après vous prenez l'air, l'air sous la courbe, elle va pas être changée par translation. Bah, c'est exactement l'intuition qu'on va exploiter. Donc on sait faire quand A égale moins B. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour passer de A et B qui n'ont rien à voir avec A égale moins B? Bah, je vais déplacer de cette distance-là. Donc la distance, faut essayer de voir ce que ça peut être. En fait, je veux faire en sorte de tout déplacer pour que le milieu entre A et B, donc A plus B sur 2, ce soit égal à 0. Donc en fait, je vais tout soustraire, je vais soustraire à tout A plus B sur 2. Donc voilà, en fait, je peux reprendre mon intégrale de base. Donc mon intégrale de base, c'est l'intégrale de A à B, dx divisé par tout le truc. Donc, racine de b moins x moins a. Et je vais poser x étoile qui est égal donc à x moins, et je décale tout du milieu. Ce qui fait que je vais me retrouver avec l'intégrale entre a étoile et b étoile, avec b étoile qui est x moins sa moyenne. Donc je vous invite à vérifier que b étoile, ça fait 2b, b moins a sur 2, et a étoile, si je fais a et que je lui retire ce qu'il faut lui retirer, donc je fais a moins a plus b, ça fait 2a moins a plus b, donc ça fait a moins b sur 2. Et donc ça fait moins b moins a sur 2, donc ça fait moins b étoile. Donc en fait, je n'ai rien d'autre que si je fais le changement de variable avec dx étoile, ça fait juste dx, parce que vous différenciez ça et vous obtenez bien que dx étoile égale dx, ça me fait juste l'intégrale si je pose b étoile qui est égal à c, ça me fait l'intégrale, donc ça c'est égal à l'intégrale, ça me fait l'intégrale de a étoile qui est égal à moins b qui est égal à c, donc de moins c à c, de dx divisé, donc de dx étoile, allez on va continuer comme ça. Là il n'y aura plus le x mais le x étoile, donc il y aura b moins le milieu moins x étoile, donc, et b moins le milieu c'est b étoile, donc c'est c, c moins x étoile, et là il y aura
avec une racine bien sûr. Et après, il y aura, donc là pour avoir le x étoile, donc je remplace juste le x par du x étoile plus le milieu. Et donc ça me fait x moins, enfin x étoile, et ensuite il y aura moins a moins le milieu. Et là on met le milieu, parce que c'était plus, mais comme il y a un moins, ça fait moins. Et a moins le milieu, bah, c'est a étoile. Et donc a étoile, c'est moins c. Et donc moins c, ça fait plus c. Et on obtient bien exactement ce qu'on avait obtenu ici, et ça on sait que ça fait pi. Donc en gros, cette intégrale, on a calculé sa valeur, on a montré qu'elle convergeait, enfin on a d'abord montré qu'elle convergeait, ensuite on a calculé sa valeur c'est tout le temps pi. Donc on a résolu ce problème, en fait ça vaut tout le temps pi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.